Bonjour, je vais vous présenter le cluster Hyper-V. Donc pour ce faire, pour ma démo, j'ai deux machines de test, en plus de mon portable qui possède une machine virtuelle qui sert de contrôleur de domaine, de DNS, DHCP, et aussi, on va le voir un peu plus tard, mais le logiciel de Microsoft qui permet de simuler de l'ICSI. Je suis pas riche, donc j'ai pas pu m'acheter un NAS juste pour la démo. Donc là, premièrement, je me suis connecté à mon premier serveur Hyper-V pour euh, pour installer le rôle tout simplement. Donc voilà, on va dans le gestionnaire de serveur, on rajoute le rôle Hyper-V, donc rien de très compliqué. Sur la partie réseau, on la fera après, donc c'est pour ça que je l'ai pas configuré de suite. Donc voilà, j'ai effectué pour les deux, un petit redémarrage, je vais prendre à peu près 5-6 minutes. Et ensuite là, on va s'attaquer sur le contrôleur de domaine. Bon, on pourrait le faire sur une autre machine, ou si directement si vous avez les moyens, avoir un NAS qui fait de l'ICSI, c'est carrément mieux. Donc le logiciel en question, c'est Microsoft ICSI Software Target Setup. Vous pouvez le télécharger gratuitement. De mémoire, il est en version 3.3. Donc c'est ce qui va nous permettre de, de simuler notre cible, enfin notre target ICSI. Donc pour cela, j'ai rajouté un disque dur de 60 Go juste pour la démo qu'on va formater en NTFS tout simplement, et qui va accueillir les différents comment dire, espaces de stockage de l'ICSI. Donc là, je l'ai formaté. On va retourner sur notre ISI target. Donc on va créer notre cible, tout simplement ICSI Hyper-V. Donc apparemment, il n'aime pas trop les espaces et les tirets. Donc on va mettre un peu sensible à la casse. Et là, en fait, on va lui indiquer l'adresse du serveur, donc qui possède ce logiciel-là. C'est le contrôleur de domaine, donc il est en 200. Et nos deux cibles, donc nos deux serveurs Hyper-V qui sont en train de redémarrer. Donc on les voit, TIE HPV 01 et 02. Ok. Et donc le deuxième, on fait suivant. Et voilà, donc on a notre cible qui est configurée. Maintenant, on va lui rajouter les périphériques. Donc les périphériques, ça va créer en fait des sortes dans le cas des disques virtuels. Donc, pour bien les classer, je vais mettre le nom de notre cluster avec le quorum. Donc le quorum, c'est une sorte de jeton qui permet de savoir qui, quel serveur est en fonction dans le cluster. Donc le quorum, on va créer un disque virtuel quorum.vhd. On va lui donner une taille de 1 giga, donc pas plus, hein, c'est pas nécessaire. On va l'attacher à la cible CSI qu'on vient de créer. Et là maintenant on va faire le deuxième disque virtuel. Donc dans le répertoire data qu'on va appeler data VM, on met pas data, donc on va lui donner un espace de disque de 550 Go et on rattache toujours à la même cible. Donc là on en a fini avec l'ISI target. On va maintenant configurer, on va attendre on va regarder si les serveurs ont démarré. Donc hop, on se reconnecte. Voilà, donc oui, il a redémarré. Le fond d'écran qui a sauté, bon, ça aide un petit peu. Donc maintenant, on va se connecter au deuxième serveur en espérant qu'il a redémarré. Apparemment, non, non plus. Bon, on va continuer l'installation du premier. Là, en fait, on va initialiser la connexion ICSI de notre premier serveur Hyper-V vers
target ici, donc j'ai rentré, bon, je vais recommencer, je suis allé un peu vite, donc je resupprime ce que j'ai fait. On va rentrer le nom du serveur qui a le target ici, pour voir qu'il s'est connecté. Ensuite, on va voir que les volumes sont montés automatiquement. Voilà une cible, les volumes ils sont ici. On va faire la même chose sur le deuxième serveur, en espérant qu'il lui, enfin, voilà, il a fini de redémarrer. Donc je récapitule, deux serveurs Hyper-V qui ont toutes les deux les mêmes mises à jour, etc. Un comptoir de domaine qui me sert aussi de stockage, et bah, ma machine cliente qui permet d'administrer de me connecter à tout ça. Donc pareil, même manipulation, on rentre la cible, on voit que les deux disques sont montés. Maintenant, les disques SCSI, on va les configurer. Donc, en fait, l'assistant de reprise nous indique que Hyper-V a réussi à s'installer correctement. Donc voilà, donc dans le gestionnaire de disques, on va voir nos deux disques, on va mettre en ligne et qu'on va formater. Donc ce ne sont pas des disques physiques, hein, c'est des disques qu'on a créés grâce au logiciel. Donc là, on va les formater. Voilà, je suis allé un peu vite, mais moi je n'attribue pas de lettres. Parce que tout simplement, si vous avez plusieurs partitions et que vous avez un gros SAN, eh bien au bout du 26e, parce que on peut attribuer dans l'alphabet, il n'y a que 26 lettres, le fait de ne pas attribuer de lettres permet de dépasser cette limite. Donc on voit en haut les deux disques locaux C et B, et on voit que Coron n'a pas de lettres, et le nouveau disque il est en formatage, et on voit que DataVM n'a pas de lettres non plus. Donc là, nos partitions a été fait. On va regarder sur le deuxième serveur. Lui aussi va nous afficher le même message. Donc Hyper-V c'est correctement installé. Donc là on voit nos deux disques. On va actualiser parce que ça n'a pas été mis à jour. On actualise, voilà. Donc, on voit nos deux disques qui ont été formatés correctement. Et il ne peut être en ligne que sur un seul des deux serveurs. Donc maintenant on va ajouter la fonctionnalité cluster. C'est clustering avec basculement. Donc cette fonctionnalité doit être installée sur les deux serveurs Hyper-V. Voilà. Donc le premier c'est bon. Maintenant on va faire la même manipulation sur le second. Clustering avec basculement. Et on va ok. Puis on va installer la console d'administration de ces clusters directement sur le contrôleur de domaine. C'est pas très conseillé, mais bon là j'ai pas la possibilité de créer une autre machine virtuelle pour juste targetisser ici et ça. Donc là, toujours en fonctionnalité, outils d'administration de serveurs distants. Et là, on coche clustering avec basculement. Et là, on va créer notre cluster avec nos deux serveurs Hyper-V. Juste pour information, on voit que, donc voilà, ça crée des VHD. Donc, ce qui est un peu marrant parce on crée un VHD avec le target ici, et ensuite, avec notre Hyper-V, on va créer un autre VHD dans un VHD. Bon, c'est de la démo, en production, je pense pas que ce soit vraiment la meilleure des solutions. Donc,
on va créer notre cluster. Donc là, on retrouve gestionnaire du cluster avec basculement. Vous pouvez faire la vérification, mais bon, lors de la création, il le propose, quitte à le faire. Donc, on indique nos deux serveurs Hyper-V. Donc là, le test en question, on va faire suivant. Tous les tests. Donc ça met 3-4 minutes à s'effectuer. Donc moi j'ai plusieurs erreurs, donc c'est normal. Configuration système, ça va être une mise à jour qu'un des deux serveurs a en plus. Donc voilà le nom de la KB qui est ici. Ensuite, ça va être un problème réseau, il me semble. N'ayant, c'est pas des serveurs, donc j'ai que une carte réseau dessus. Je trouve ça un peu léger. Et au niveau des stockages, il m'affiche une erreur sur un disque. Échec d'obtention d'informations. Bon, ce n'est pas critique, on peut quand même continuer l'installation. L'installation du cluster, on va lui donner un petit nom et une adresse IP. Donc on va l'appeler cluster Hyper-V. On va lui donner l'adresse IP en 83 si elle est 183 si elle est disponible. Ok. 183. On voit bien le nom de notre cluster, le nœud avec nos deux serveurs et son adresse IP. Donc la création est en cours. Et ensuite on va finir de le configurer. Ah, j'allais oublier, on va configurer avant j'en ai parlé tout à l'heure, nos cartes réseau sur nos deux serveurs Hyper-V. On va leur donner le même nom. Bon, moi j'ai eu un problème comme ça, ils avaient deux noms différents. Donc c'est les cartes virtuelles externes qu'on va créer. Voilà notre cluster, donc avec notre nœud, nos deux serveurs qui sont up. On peut arrêter le service cluster ou directement supprimer, mais bon, on va pas le faire. Avec donc voilà, là on va faire nos cartes réseau sur nos serveurs Hyper-V. Donc là j'ai mes deux serveurs sur la console. Gestionnaire de réseau virtuel. On va en ajouter un N externe. On va l'appeler One Hyper-V. C'est assez parlant. C'est normal que je perde la connexion, j'étais en TS. Hop, on va actualiser un peu. Et on va faire la même chose sur le deuxième. One Hyper-V. Voilà, donc nos deux cartes réseau sont créées. On va retourner sur la configuration de notre cluster. Donc les stockages, tiens, il y a le stockage, ça c'est notre quorum, on voit qu'il a 1 giga. On va remettre en ligne le second qui va accueillir les machines virtuelles. Ok. Ensuite, on va activer les volumes partagés du cluster. Et on va ajouter un stockage. Donc ça va être notre disque dur de 50 Go qu'on avait fait tout à l'heure. Voilà, et on voit qu'il est en ligne sur notre premier serveur Hyper-V, propriétaire actuel, premier serveur Hyper-V. Et bien, ça va être sur celui-là qu'on va créer notre première machine virtuelle. Ah non, avant on va faire le quorum. Bon, il a déjà été attribué, mais bon, on va quand même le spécifier la configuration. Donc
On va sélectionner ce que Microsoft nous préconise pour notre cluster. Ok, pas de souci. Donc là, on va créer notre première machine virtuelle sur notre premier serveur Hyper-V. Donc là, on n'utilise plus du tout le gestionnaire Hyper-V, on passe directement sur le gestionnaire de cluster pour créer nos machines. Donc on va appeler notre première machine TIE client cluster pour faire notre test. Ça va être un Windows 7 32 bits SP1. Bien, là on voit que vraiment que sur notre premier serveur Hyper-V, il y a le Core qui est dessus. Donc, cluster stockage, volume, on va lui donner le nom d'Hyper-V, un répertoire pour que ça soit un peu plus propre. Et on va créer notre première machine virtuelle avec un répertoire qui porte son nom, que ce soit un petit peu classé. On va lui attribuer 1 giga, ce sera largement suffisant. La carte réseau, les cartes réseau qu'on a fait juste avant. 30 gigas sera largement suffisant. Et on va lui indiquer l'ISO. Windows 7. Donc il va démarrer la configuration de notre première machine virtuelle. Donc il nous affiche un avertissement, c'est par rapport à l'ISO. Il n'est pas très content parce que en cas de basculement de l'iMotion, ça ne fonctionnera pas. Voilà, à cause de l'ISO. Bon là, on l'éjectera après, donc ça ce n'est pas vraiment un souci. Et on va débuter l'installation de la machine virtuelle que je vous ai gentiment supprimée parce qu'il n'y a rien de passionnant. Et on va faire notre premier test de l'iMotion d'ici quelques minutes. Je le rappelle, le but du l'iMotion, c'est de migrer une machine virtuelle d'un serveur à l'autre pour tout simplement faire une maintenance sur l'un des deux, au cas où il y a un disque dur où il y a un problème. Il permet de faire une migration d'un serveur à un autre sans interruption de service. On va voir qu'il y aura un paquet de ping qui va qui retournera une réponse négative, mais après la connexion TS, aucune déconnexion. Par contre, pendant les quelques minutes avant la migration, on constate un ralentissement quand même des performances de la machine virtuelle. Mais bon, c'est un peu en mode dégradé, mais ça fonctionne quand même. Ensuite, il y a différents types de migration. Il y a donc migration dynamique, sinon il y a migration rapide, un ou des ordinateurs. Bon, la différence, c'est que migration rapide, il arrête la machine, il la migre, il la démarre. Enfin, pardon, il l'arrête pas, il la met en pause et il la redémarre. Donc là, ça fait vraiment une interruption de service. Donc voilà les deux types de migration. Sinon, si c'est une machine arrêtée, c'est instantané, hein. Donc l'installation elle est terminée. Donc pour notre test, voilà, donc on a son adresse IP. On va lancer une connexion de bureau à distance sur celui-ci, un gestionnaire des tâches pour voir le basculement de la mémoire des ressources utilisées par la machine virtuelle d'un serveur à un autre. Donc voilà le deuxième serveur, on va faire voilà. Donc on voit actuellement qu'il utilise à peu près 800 mégas. Donc là il est à 750. Et dès le début de la migration, on va voir qu'il va passer que les deux serveurs auront les 1 giga utilisés par la machine virtuelle. Donc le ping, c'est sur l'adresse 26, il me semble. Voilà. Et en cours, et là, on va se connecter en bureau à distance.
126. Ok. Donc voilà, à peine cliqué. Alors, on va pas le voir, mais voilà, la migration a commencé. Si vous vous souvenez, on était à 750. On peut voir déjà que le deuxième serveur a pris les 1 giga de la machine virtuelle. Il est passé à 1 giga 6. Donc là, on va tester. Bon, on va cliquer sur. Voilà, on constate quand même que la machine a un peu plus de mal. On peut voir les temps de réponse au ping qui a largement augmenté en passant de 1 milliseconde à 170 de moyenne. La migration est à 22%. C'est quand même utilisable. Au niveau des utilisateurs sur un serveur, ils vont voir que c'est un peu plus lent, mais ils pourront quand même utiliser le post client ou les services des serveurs qui sont derrière. Bon, il est quand même préconisé de pas faire ça durant les heures d'utilisation. 34%, bon, c'est assez rapide, hein, le temps de transférer la configuration. Alors après, on va faire un deuxième test, ce sera de couper le serveur Hyper-V qui héberge la machine ou les machines virtuelles. Dans le cas, ce sera une seule machine virtuelle. Et on va voir comment ça se comporte. On va quand même, on essaie d'ouvrir anciennement le poste de travail, c'est quand même assez lent. J'ai à 55%. Là, ça va pas tarder à être migré. Là, il est toujours sur le premier serveur. .93, voilà. Donc, sur le premier serveur, la mémoire s'est vidée. On a perdu un paquet, mais au niveau du test, on n'a rien vu. Et là, les performances sont devenues normales. La charge mémoire reste la même sur le deuxième serveur. Maintenant qu'on va voir sur la console du cluster, on peut voir que la machine virtuelle n'est plus sur le premier serveur, mais sur le deuxième. Et toujours en ligne. Donc ça, c'est quand même assez bluffant. Dans le deuxième test, voilà, donc j'ai coupé le deuxième serveur Hyper-V. La machine a directement basculé sur le premier. Et en l'occurrence, par contre, elle s'est arrêtée brutalement. Ça fait quand même une interruption de service. Mais bon, c'est assez réactif pour le transfert quand même de la machine virtuelle. Et c'est le quorum grâce au quorum qu'on sait que le deuxième serveur est down, donc qui transfère automatiquement les machines virtuelles sur le premier. Et là, la machine virtuelle est revenue opérationnelle.